Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. And yeah, I like my eggs with a side of mac and shit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral parce que là, j'ai une invitée, franchement, qui est au top, toujours de bonne humeur, qui dit ce qu'elle pense. Je l'ai découvert, franchement, je crois que c'était mon coup de cœur du mois. Elle s'appelle Amy. Elle a un compte, c'est une business Instagrammeuse. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Alicia, tu parles de business en ce moment parce que pour moi, les femmes, en fait, surtout celles qui n'ont pas confiance en elles, prennent conscience qu'il y a plusieurs cordes dans son arc et c'est pas que uniquement se concentrer sur le fait de côté négatif, qu'on ment ses émotions, qu'on ne se sent pas bien. Il y a plusieurs cordes dans son arc et là, on va vous parler ensemble, franchement, de plein de domaines. On va parler de vie de maman, on va parler de vie de femme et on va parler aussi de femmes qui ont un travail, entrepreneuse ou même pour ceux qui sont pas entreprenantes, qui ont un travail et comment allier les deux et toujours avec de bonne humeur et sans se cacher et toujours en se disant voilà, j'ai mon opinion, je le dis. Donc je vous présente Amy. Merci Amy d'être venue sur mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Et elle est un peu timide, mais ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Pas du tout, pas du tout timide. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, n'hésite pas à nous dire qui tu es, à te présenter et à nous dire en fait qui tu es vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et je trouve ça dommage. Et franchement, tu mérites d'être reconnue, quoi. C'est gentil, merci. Moi, donc, je suis Amy, de mon prénom Émilie. Comment me décrire ? Je suis ce qu'on appelle dans le langage courant une slasheuse. C'est un mot que j'ai appris récemment. Je suis vraiment une serial entrepreneuse. C'est-à-dire que j'adore entreprendre, que ce soit dans ma vie perso et pro, et on va très certainement en parler. Et je suis surtout une personne multipassionnée. J'ai énormément de passion. Je suis très curieuse. Je suis maman d'un petit garçon de 8 mois. Je suis une toute nouvelle maman. Félicitations. Merci beaucoup. Qui me prend beaucoup de temps. Alors, je rigole en me disant que j'ai été entrepreneur toute ma vie, finalement, mais que je suis maman que depuis 8 mois. Donc, j'ai 8 mois d'expérience de maman. Et moi, je suis coach business, coach aussi sur les réseaux sociaux. Mon créneau préféré, c'est Mister Instagram. C'est mon réseau social préféré, celui où vraiment j'ai une communauté que j'apprécie, avec qui je parle tous les jours. Et je m'occupe notamment des business. Je suis vraiment la coach business pour les boutiques, pour les e-commerce. C'est mon domaine à moi, car je viens de ce domaine. J'ai eu pendant 20 ans des boutiques. Donc voilà, c'est mon expertise à moi et je suis vraiment good vibes, bonne vibration et je parle vrai. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as invitée aujourd'hui. Oui, j'adore ton franc-parler, j'adore tes coups de gueule que tu mets sur Instagram et surtout que tu dis montrez-vous, arrêtez de vous cacher. Il faut vous montrer tel que vous êtes. Et surtout, c'est intéressant parce que tu dis que tu es une entrepreneuse multi-passionnée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que il y a un peu tout le monde qui est un peu comme ça, sans trop se le dire. J'ai énormément de passion, mais vraiment, je m'intéresse à beaucoup de choses. Du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai toujours un domaine avec lequel je vais parler avec lui parce qu'il va me parler, par exemple, je sais pas moi, de surf. Je vais forcément lui parler de surf parce que ça m'intéresse, de voyage et encore plus puisque moi, je suis une globe-trotteuse. J'ai plein de passions et du coup, j'arrive pas à me situer sur 2-3 créneaux. Non, moi, j'en ai tout plein et je l'assume complètement. Voilà, ça, je suis multipassionnée et la passion, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. La passion de mon travail, la passion de la vie, la passion de mes amis, la passion de tout ce que je fais. Je mets beaucoup de passion dans ce que je fais. Et surtout, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous catégoriser sur un domaine particulier. Et le fait que tu dises, en fait, on a le droit d'avoir plusieurs passions et c'est pas mal d'en parler au final et de s'intéresser à plein de choses. Et c'est bien parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué c'est qu'on a tendance à nous dire, oui, tu es spécialisé en quoi ? Mais pourquoi on doit choisir une seule spécialité, en fait ? Pourquoi on doit en avoir plusieurs ? Et je trouve ça dommage parce qu'on en est tellement plus qu'une seule chose. Et même quand tu dis que tu t'intéresses au surf, tu t'intéresses à la vie, tu t'intéresses au voyage, parce que tu adores le voyage,
Et ben moi, je trouve ça beau parce que c'est vrai que même moi, dans mon domaine, quand je dis aux gens que oui, je suis plus qu'une coach nutrition, les gens ils me disent oui, mais c'est juste un plan alimentaire. Moi, je dis non, je m'intéresse à la cuisine, je m'intéresse au voyage, je m'intéresse au développement personnel, je m'intéresse à la psychologie. Et donc, tu as plusieurs casquettes et ça, je trouve ça super génial. Et c'est bien en fait de se dire, bah voilà, je suis multipassionnée, soit tu acceptes, soit tu pars. Exactement, c'est exactement ça. Donc évidemment, ça veut dire que j'ai 1000 idées à la minute, qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui m'intéresse, j'y vais. Je ne me pose pas 36 millions de questions. Mais voilà, je suis instinctive, intuitive. Donc, je suis hypersensible aussi, donc ça doit être un petit peu pour ça. Et j'y vais à fond. Et c'est très bien. Du coup, je rencontre plein de gens. Et c'est très bien d'être multipassionnée, en effet. Moi, je pourrais être spécialisée. Je suis spécialisée dans les femmes. Voilà, moi j'adore être avec des femmes, même si j'ai un côté très très masculin. Mais voilà, moi j'aime le succès, l'entrepreneuriat au féminin. J'en parle tout le temps. J'aide que des femmes. Tout mon Instagram est au féminin. Tout ce que je raconte est au féminin. Il y a des E partout et je l'assume complètement. Donc voilà, ma spécialité, si on devrait le dire, c'est ça. Oui, mais c'est bien. Mais en fait, c'est les femmes. Et les femmes, elles sont pas tous les mêmes. Donc au final, c'est spécialisé, mais en fait, en même temps, il y a plusieurs choses en même temps. Donc, ça qui est cool parce qu'une femme, on n'est pas toutes pareilles. Et à chaque fois, comme tu dis, comme tu es hypersensible, et je pense que c'est ta force aussi, bah, tu arrives à déceler vraiment la personnalité de les personnes qui te suivent et de tes coachés. Exactement. Et comment tu as décidé en fait de te lancer dans les réseaux d'un seul coup comme ça? Enfin, peut-être pas d'un seul coup, moi je dis ça comme ça, mais comment tu as décidé que ça y est, Instagram c'est ta plateforme, que ça y est, bah, je vais conquérir cette plateforme pour faire mon business? Alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, je viens d'une famille de commerçants. Donc, finalement, entreprendre, c'est dans mon ADN. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des familles où ils sont salariés. Et finalement, quand ils annoncent, je veux entreprendre, je veux monter ma société, on les regarde comme si c'était des aliens. Moi, pas du tout. Pas du tout. C'est dans mon ADN. Donc, évidemment, j'avais le goût pour cela. J'ai vécu dans les boutiques de mes parents. J'ai dû apprendre à compter, je pense, à la caisse de mes parents. Et j'ai eu des boutiques toute ma vie. Vraiment toute ma vie, j'étais l'entrepreneur ordinaire qui avait des murs, des employés, un expert comptable, des fournisseurs, des clients, etc. Et il est arrivé un événement assez pas drôle dans la vie d'une femme. Je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Je suis atteinte d'endométriose. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pensais que la maternité, c'était pas du tout pour moi. Du coup, c'est pour ça que je suis tellement heureuse depuis 8 mois. Et parce que je suis vraiment de nature très positive, je savais qu'il fallait, et comme je suis passionnée, il fallait que je m'investisse dans un projet pour me changer les idées, pour faire des choses. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais 3 boutiques. J'étais consultante pour les autres boutiques et j'avais une marque de prêt-à-porter en même temps. Donc vraiment la personne qui était passionnée par ce qu'elle faisait, qui avait des semaines à 80 heures, mais voilà, elle s'en foutait parce que c'était ma passion, les boutiques, le prêt-à-porter, etc. Et j'ai quelqu'un qui m'a contactée pour faire du marketing de réseau, ce fameux business très à la mode en ce moment, ce modèle économique. Et c'est vrai que cette personne que j'avais sur les réseaux sociaux, quand j'étais amie avec elle, je voyais qu'elle voyageait tout le temps, qu'elle avait changé physiquement, qu'elle avait toujours le sourire, qu'elle était entourée de plein de gens, qu'elle avait plein de témoignages très positifs sur son activité. Donc, j'avais vraiment un a priori très positif sur cela. Et je dis, bah ouais, pourquoi pas? Ça va être ma bulle d'oxygène, je vais me concentrer sur ça. Alors oui, j'avais plein de choses à faire, mais c'était vraiment la bulle d'oxygène sur ce qui s'était passé dans ma vie personnelle, mais ce qui se passait aussi dans ma vie professionnelle où j'étais très, très occupée. Et c'est comme ça que je me suis mis aux réseaux sociaux parce que j'habitais à l'époque aux Antilles. Et pour sortir un petit peu des frontières du Nil, bah, y a rien de mieux que les réseaux sociaux où, que tu habites à Minsk ou à New York, bah, tu peux parler avec cette personne-là. Et moi, j'avais réellement besoin de ce canal de communication. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Je me suis régalée, mais vraiment. Une superbe école. Je recommande vraiment les gens qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale de commencer par ce business-là où on est quand même très accompagné, où on a une entreprise clé en main, réellement. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, donc il y a de ça un peu moins de 2 ans, je savais très bien que cette vie de girl boss overbookée avec des boutiques, ça n'allait pas aller dans mes valeurs où j'avais envie d'être présente pour mon fils.
Et je me suis dit, bah, écoute, tu t'éclates sur les réseaux sociaux. Tu aimes ça, tu aimes Facebook, tu aimes Instagram. Il faut que tu trouves quelque chose à faire. Et j'ai mon papa commerçant qui, au moment du confinement, me dit, Émilie, j'ai envie que tu me crées un compte Instagram. Et je me suis dit, attends, mon papa, 63 ans, veut que je lui crée un compte Instagram pour sa boutique et il me parle d'algorithme. Je me suis dit, non, attends, si lui veut s'y mettre, mais la terre entière peut s'y mettre tellement que lui, il n'est pas réseaux sociaux, il n'est pas né avec les réseaux sociaux, il ne comprend rien. Et pourtant, il avait cette démarche de se dire, ça va être un moyen pour moi de m'en sortir pendant le confinement. C'est génial. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais être la coach boutique pour les aider à cartonner sur les réseaux sociaux. Et je vais faire ça. Et c'est parti de là. Ah, mais c'est génial. Franchement, c'est super beau parce que déjà, ton père, il a dit ma fille, ça serait bien que tu m'aides là. Allez hop, tu connais les réseaux. En plus, tu vois, l'algorithme, moi, je sais que mes parents, ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent rien du tout. Et je trouve ça génial d'avoir cette démarche-là en disant je vais m'en sortir. Allez, les réseaux, c'est pour moi, en fait. À 63 ans. Et c'est ça qui t'a donné l'idée. Je trouve ça génial. Je trouve ça trop cool. J'aimerais bien aussi qu'on revienne, si ça ne te dérange pas, bien sûr, sur ta fausse couche, parce que je trouve que tu l'as tellement bien prise. Bon, après, je pense qu'il y a eu des émotions dessus, mais ça t'a permis, entre guillemets, de te dire, bah voilà, je veux absolument faire aller sur les réseaux et parler aux gens. Et en fait, tu as pris, entre guillemets, comme modèle ton ami, où tu as envie d'avoir cette image de femme globe-trotteuse. Mais comment tu as switché de cette douleur à cette envie, en fait, d'avancer, en fait? Je pense que dans chaque difficulté, dans chaque chose qu'on a dans notre vie, c'est une opportunité pour faire quelque chose. Je le prends vraiment comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas du genre mais pourquoi ça m'arrive? Je suis du genre à ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela? C'est réellement ça. Et finalement, quand on y pense aujourd'hui, j'ai fait cette fausse couche, c'était avec mon ex-compagnon, avec qui je ne suis plus du tout. Et c'était pas le moment. Je fais confiance en la vie, en fait. La vie, elle choisit pour moi, de temps en temps, très souvent. Et je dois juste être en veille de ce qu'elle me raconte. Je suis très, très sensible aux signes, très sensible à ce qui se passe autour de moi parce que dans ma vie entrepreneuriale, j'étais vraiment la personne, et je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes, c'est j'arrêtais pas de bosser. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est trop cool, franchement, c'est vraiment chouette, t'es inspirante comme personne, mais à un moment donné, tu vis quand? C'est ça. C'est-à-dire, c'est quand que tu appuies sur pause pour regarder tout ce que tu accomplis, pour regarder tout ce que tu fais, c'est quand que tu appuies sur pause. Et je pense que ça m'a permis d'appuyer sur pause. Ça m'a permis de me dire, non mais attends, là, Émilie, travailler 80 heures par semaine, tu vis quand même aux Antilles, est-ce que tu vas réellement bien te baigner dans le turquoise ou est-ce que tu fais que travailler? C'était un peu ça. Et finalement, le marketing de réseau, alors c'était mon moyen à moi, ma solution à moi, m'a permis de voir qu'il y avait une autre forme entrepreneuriale. Alors, j'aime bien dire que c'est l'entrepreneur 2.0, puisque moi, ne pas avoir de mur, de bail, de fournisseurs, etc., c'était inconcevable, parce que je viens quand même d'une famille de commerçants où voilà, c'est vraiment le vieux commerçant dans toute la positivité, c'est-à-dire le commerçant vieille école. Et d'ailleurs, c'est incroyable que ce soit un commerçant vieille école qui m'ait donné l'idée de mon business aujourd'hui. Et ça a été ça. Ça a été complètement ça. Et alors oui, ça a été difficile. Et j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie, mais toujours, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela et comment faire pour que j'en tire que du positif et où j'en tire une force, je pense, aujourd'hui. Ah, mais je suis d'accord parce que moi, en fait, avant, j'étais scientifique et moi, j'adore la science et je faisais des heures pas possibles. Quand je dis des heures pas possibles, je travaillais même le week-end. Je travaillais de 8 heures des fois jusqu'à 10 heures du soir et j'adorais ça, en fait. Et il y a un moment où j'ai vécu un burn-out parce que bon, on travaille des heures comme ça, même si c'était pour la thèse et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bien d'étudier, c'est bien de découvrir c'est quoi. Je travaillais à l'époque sur l'arthrose, et c'est très important parce qu'on en parle peu aussi. Mais je me suis dit, mais en fait, et toi, il te reste quoi en tant que vie de femme? C'est-à-dire, le soir, il n'y a personne à part tes livres, donc ça ne te réchauffe pas tes expériences. Donc, à un moment, je me suis posée, et c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat digital, c'était vraiment le truc qui m'a fait comprendre qu'il y avait des gens, en fait, dans ce monde, je me suis dit ça, qui travaillent, ils travaillent beaucoup, mais qui ne travaillent pas autant
et qui sont capables de voyager, parce que moi aussi j'adore le voyage, et qui sont capables en fait d'équilibrer leur vie de femme et leur vie d'entrepreneuse et d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie perso. Et c'était le burn-out qui m'a fait en sorte de me faire sortir de là en me disant, mais en fait, oui, la vie professionnelle, c'est bien, mais il faut quand même que tu t'épanouisses en tant que vie de femme. Et je trouve ça, comme tu as dit, c'est beau, comme tu as pris le fait que le marketing 2.0, c'était ma manière de rencontrer du monde, de retrouver un équilibre, en fait, et entre guillemets, de te choisir, en fait, de te mettre en priorité. C'est exactement ça. Et puis surtout, la croyance limitante. Et moi, ça a été très dur. Je viens d'une famille de commerçants, de se dire, il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler plus intelligemment, en fait. Et je pense que d'être sur les réseaux sociaux, d'être travailler avec ce marketing digital, je travaille plus intelligemment et je pense à moi. Et alors, comment tu arrives à gérer, vu que tu es une jeune maman, ta vie de maman, ta vie de solopreneur et ta vie de femme? Alors, moi, je suis une maman solo, en plus. Voilà, donc il n'y a pas de papa, pas du tout. Je suis seule avec bébé. Alors, comment j'arrive à gérer? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que forcément, j'ai 38 ans, non 39. J'ai 38 ou 39? 39. C'est mon anniversaire, c'était pas très longtemps, j'ai pas encore l'habitude. Joyeux anniversaire. J'ai 39 ans et du coup, évidemment que toute mon expérience entrepreneuriale de femme, mes habitudes, mes routines, etc., il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de lâcher prise au début, que je comprenne que je ne peux pas faire les choses aussi rapidement qu'avant, qu'il va falloir que je sois très organisée, moi qui suis très carpe diem, qui suis vraiment beaucoup dans le moment présent, et que je ne peux pas trop l'être aujourd'hui. Je dois penser à l'avenir de ma famille, etc. Donc, du coup, comment je gère? Je gère comme je peux. C'est-à-dire que réellement, je sais que bébé dort la nuit, donc je travaille la nuit. Je suis une girl boss de la night, comme j'aime dire. Et puis, je grignote du temps. Le peu de temps que j'ai, je sais que je vais être extrêmement productive. Je ne vais pas scroller sur les réseaux sociaux pour rien faire. Non. Quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis dans mon travail, je suis à 100% dedans. Et je pense que beaucoup de personnes, si vous passez beaucoup plus qu'1 heure par jour sur les réseaux sociaux, allez, 1h30 par jour sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas assez efficace avec ce que vous en faites. Voilà. Et je trouve qu'il faut être efficace quand on est maman, surtout quand on est maman solo. Il faut être efficace dans tous les aspects de sa vie. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas encore maman, mais je sais que quand tu as un enfant, ça prend du temps et que c'est beau aussi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'imprévus aussi liés à la vision de maman. Je me rappelle, moi, j'ai une copine là qui vient d'accoucher et elle m'avait dit j'aimerais bien qu'il reste encore un petit peu parce que je ne suis pas encore prête. J'ai dit là, c'est bébé qui choisit. Elle m'a dit bon, il est sorti hier. Et elle m'a dit bon, c'est plein de bonheur. Maintenant, c'est un nouveau membre dans ma vie et faut gérer. Et je suis d'accord avec toi que après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui scrollent sur Internet parce que en fait, c'est beaucoup plus facile de procrastiner que de travailler, entre guillemets, d'être efficace dans sa vie. Et c'est un moyen aussi pour s'évader parce que moi, en tout cas, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai pas mal scrollé parce que déjà, moi, il y avait plusieurs peurs. Il y avait la peur déjà de perfection parce que quand on est hypersensible et aussi quand on est chercheuse, on est habitué à tout ce qui soit carré, très scolaire, très voilà. Et en fait, il faut se désapprendre entre guillemets le côté un peu scolaire qu'on a, où quand on est scientifique, il y a une hypothèse qu'il faut défendre, il faut faire des expériences, il faut regarder ses résultats et en plus des expériences, tu en fais 3 fois pour être sûr que tu as le bon résultat. Alors que là, c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux, je trouve que c'est beaucoup plus instinctif, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire appel à ton instinct, que tu n'as pas ce côté-là quand tu es chercheuse et quand tu es dans le côté très scolaire. Et quand tu dis que oui, ceux qui restent des heures et des heures sur Instagram, c'est ou sur n'importe quelle raison, bien sûr, c'est que entre guillemets, ils sont pas efficaces. Et moi, je suis tout à fait d'accord, mais moi, j'ai trouvé ça sur mes clientes, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de procrastiner sur les réseaux sociaux que d'agir dans sa vie, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment, oui. J'aurais pas dit mieux. C'est ça. Je pense que ça cache beaucoup de choses quand on scrolle sur les réseaux sociaux.
Et aussi, tu as parlé d'endométriose et je trouve qu'on devrait faire un point parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus, mais beaucoup de femmes en ont honte par rapport, parce que je sais que moi, je souffre pas de ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à tomber enceinte et qui, généralement, qui renoncent le fait d'être mère à cause de ça et surtout, ça entraîne des douleurs au ventre, des règles douloureuses. Comment toi, tu as réussi à vivre par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a il y a deux types de femmes. Il y a les femmes qui se plaignent et qui sont dans le côté un peu dépressif. Et moi, je trouve que tu as le côté où tu montres le côté positif des choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui devraient entendre ce que tu dis parce que c'est bien de ne pas avoir uniquement se concentrer sur le négatif. C'est vrai que dans cette maladie, c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup de négativité, on n'entend jamais quelque chose de positif. Non. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, si je peux être la chose positive, je vais aussi très certainement d'écouter certains. Moi, les règles douloureuses, je pense que je les ai, mais que je ne les sens pas. En fait, pourquoi? Dans ma vie de jeune fille, j'ai été danseuse. J'ai fait le conservatoire pendant extrêmement longtemps, danse classique, etc. Et je pense que quand on est danseuse, on ne montre que de la grâce, on montre que le sourire, on montre tout ça, alors qu'on est en train juste de saigner des pieds. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis persuadée que ce côté où je suis, comment dire, où je ne sens pas la douleur, où c'est un peu du mental, hein, je pense que j'ai un très très fort mental, fait que oui, c'est douloureux, mais pas tant que ça. Ça m'handicape, mais pas tant que ça. J'arrive à trouver des choses, des alternatives pour vivre, pour faire des choses comme ça. Réellement, moi, c'était le désir de maternité qui était très fort en moi et j'avais réellement abandonné ce projet-là. J'avais vraiment fait une espèce de lâcher-prise par rapport à cela. Lâcher prise de part, je faisais du yoga, je me suis soignée par les pierres, enfin, j'ai fait plein de choses, mais juste le lâcher prise. Je me dis, je fais confiance en la vie, un petit peu comme je t'ai expliqué pour ma fausse couche. Je me suis dit, je fais confiance en la vie. Si ça ne doit pas arriver maintenant, c'est que ou ça va m'arriver plus tard, ou je vais rencontrer un homme et je serai une belle maman exceptionnelle, ou je vais adopter. Vraiment, dans ma tête, c'était ça. Donc voilà, à un moment donné, tu fais avec ce que tu as. Ce n'est pas possible, alors voilà ce qui va se passer. Et je pense que ce lâcher-prise et ce raisonnement a fait que j'ai très très bien vécu l'endométriose et que oui, c'est beaucoup de fatigue, des douleurs au ventre, tu es gonflé au niveau du ventre, etc., où tu as l'impression que tu es enceinte. En plus, c'est vraiment assez bizarre comme maladie. Mais moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Je fais partie des personnes où ça s'est bien passé, où je suis tombée enceinte. Alors évidemment, quand je suis tombée enceinte, j'y croyais pas. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis hyper longtemps à l'annoncer à tout le monde. Je crois que j'étais à 4 mois et quelques et demi même, tellement que j'y croyais pas. Ouais, tu avais le temps que tu réalises vraiment que ça arrivait, quoi. Et que c'était là, et que j'allais pas faire une fausse couche, et que c'était accroché, et tout ça. Donc, et même, je t'avoue, et c'est dur de dire ça, et je pense que les mamans, elles vont me prendre pour une folle, mais même la première fois dans l'échographie où j'ai entendu son cœur, j'ai eu de l'émotion, mais pas une émotion débordante, parce que je n'y croyais pas. Oui, peut-être aussi. Ouais. Peut-être aussi, tu avais peur de le perdre aussi, donc tu avais peur de croire à ce rêve, quoi. Aussi. Et c'est vraiment quand il est né, et même pas encore tout de suite, peut-être quelques heures après, où toutes mes émotions ont lâché, où je me suis rendu compte, j'ai dit, oh, mais c'est là en fait, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Et puis en plus, comme j'ai une endométriose, j'ai accouché par césarienne, qui était programmée. Donc voilà. Et du coup, c'était assez étrange finalement. Et j'ai réalisé après. Mais voilà, je pense qu'il faut positiver. Il faut. Alors, il n'y a pas le deuil de faire de quoi que ce soit. C'est juste avoir un certain lâcher prise sur la situation. Voilà, et tout est possible. Aujourd'hui, après moi, je n'ai pas fait ça, mais il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses que l'on peut faire pour avoir des enfants. Même encore, là, j'ai vu ce matin, il y a pas mal de choses qui se sont faites, ou voilà, la PMA, etc., etc. Que voilà, il faut pas faire un deuil de quoi que ce soit, il y a toujours une solution quelque part. Non, moi, je suis d'accord, et surtout, en fait, moi, j'ai été une enfant malade. Je crois qu'il n'y a personne qui le sait à part ma famille. Et en fait, c'est vrai qu'il y a le côté où moi, j'ai pas l'endométriose, mais j'ai une maladie génétique qui a été guérie. Et c'est vrai qu'il y a un seuil de douleur qu'on peut supporter. Parce que c'est, par exemple, il y a des gens où
moi, je sais que j'ai aussi de la scoliose, donc c'est un problème au niveau du dos, et ça traîne des douleurs, en fait. Et quand j'ai des petits maux, comme tu dis, c'est que tu as tellement un seuil de douleur, que tu as tellement travaillé, toi, par rapport à ta danse et moi, par rapport à ma génétique, que des fois, il y a des niveaux de douleur que les gens ressentent, que moi, pour moi, je dis, mais ils font... Enfin, c'est pas qu'ils font exprès, mais tellement que toi, tu as l'habitude d'avoir souffert, que certaines douleurs, en fait, c'est pas que tu la ressens pas, mais c'est genre une petite gêne, en fait, entre guillemets, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comme ils n'ont pas vécu ce seuil de douleur, entre guillemets, eh ben, c'est vrai que c'est très paralysant. Mais ce que tu dis bien, c'est qu'il faut faire confiance à la vie et il faut aussi comprendre que la vie, elle n'est pas juste noire et triste. Il y a des choses qui arrivent et ça arrive au bon moment. C'est un peu comme la loi d'attraction. Moi, j'y crois beaucoup. C'est que des fois, en fait, on a l'impression que la loi d'attraction ne marche pas. Mais en fait, le fait de dire que ça va arriver, j'y crois, même si ça prend du temps, mais ça arrive dans 5 ans, 10 ans, ça va arriver tôt ou tard, en fait. Et toi, ça montre bien par rapport à ton parcours. Tu as dit, bon, je laisse prise mon rêve d'enfant, il va arriver dans n'importe quelle forme, soit en tant que belle-mère, soit en adoptant, soit on verra bien. Et finalement, c'est arrivé, quoi. Et je trouve ça super beau et ça montre vraiment que le lâcher prise, c'est important, même si c'est dur à le faire au début. Mais une fois que tu te concentres sur toi, en tout cas sur ton bien-être, ça va arriver tôt ou tard et d'une manière que des fois, tu t'attends même pas, en fait. Et ça, je trouve ça super beau. Tout arrive au bon moment. Je pense pas que c'était le bon moment avant que je devienne maman. C'était le bon moment. Là, j'ai vécu à l'étranger pas mal de temps. Je venais de rentrer en France et peut-être 5 mois après, je tombe enceinte. Je devais rentrer en France, je devais rentrer dans le sud, dans ma terre. En plus, c'est rigolo parce que moi, c'est mon chakra racine qui faisait défaut dans mon yoga. Donc, c'est ça qui est assez drôle. Voilà, je suis rentrée dans mes racines, voilà, tout simplement. Et je tombe enceinte. Et ouais, j'étais prête. Voilà, je ne savais pas que j'étais prête, mais la vie savait que j'étais prête à accueillir un enfant. Et c'est tout. Et je trouve ça super beau, en fait. Et c'est ça que... Et j'explique aussi ça avec mes coachés et les personnes qui m'écoutent. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent beaucoup sur le restage final, c'est-à-dire la perte de poids. Mm-hmm. Mais pour moi, en fait, et comme je trouve qu'on le voit bien dans ton parcours, c'est qu'il faut peut-être lâcher prise la perte de poids pour mieux se concentrer sur nous. Et moi, je le vois avec mes coachés, c'est lorsqu'elles se concentrent sur elles et c'est là où le poids s'en va naturellement parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui ne vont pas en nous quand on prend du poids. Il y a le mal-être qui est là. Je dis bien quand c'est pas de manière volontaire, hein, je préfère préciser, et qu'on souffre de ça. Eh ben, il faut d'abord travailler sur soi. Et ce que je trouve dans ton parcours, c'est que tu montres bien que à chaque fois, tu t'es remis en question, tu as dit, bon, qu'est-ce qui va pas? Je devais rentrer, j'ai fait mon chakra racine, hein. Je suis pas très yoga, mais je pense que c'est ça. Et hop, c'est arrivé, quoi. Et ça, je trouve ça beau, c'est qu'à chaque fois dans ton histoire, c'est que tu te remets quand même en question. Même si on dirait pas quand tu dis des phrases, mais on voit qu'il y a une petite remise en question. Tu dis, bon, premièrement, j'ai fait ma fausse couche et qu'est-ce qui va pas? Hop, je fais mon marketing de réseau, je fais que ça soit bien, j'ai besoin de voyager, tu voyages. Là, je vois que j'ai besoin peut-être tu avais besoin de rentrer, mon chakra racine, t'es rentré et hop, j'ai mon enfant. Et je trouve ça super cool car tu te ressens toujours en tant que qu'est-ce que moi j'ai besoin en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour nuancer un peu le propos, de ne pas sentir mes maux, la douleur, etc. Il ne faut pas en oublier de écouter son corps. Mm-hmm. Écouter cette petite voix. Alors, cette petite voix, au début, ce n'est pas quelque chose qui te crie aux oreilles. Hein. C'est un murmure. Donc, il faut apprendre à s'écouter. C'est un tout petit murmure, c'est un petit son que tu n'entends pas. Et ensuite, plus tu l'entends et ça devient un cri comme ça, où quand tu as des choses à faire, ça te crie dessus, tu l'entends dans ta tête en disant, voilà, rentre Émilie, rentre près de ta famille, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc, il faut s'écouter aussi. C'est-à-dire que je dis toujours que si ce rêve est en toi, c'est pas pour rien. C'est ça. En fait, ce n'est jamais pour rien. C'est pour une très bonne raison. Donc, écoute-le et fais-toi confiance. Et comment toi, tu apprends à t'écouter, à écouter la voix qui est en toi? Comment tu as appris? Comment j'ai appris? Alors, bizarrement, moi, je suis très, très hyperactive. Et je pense que j'ai appris à m'écouter à un moment donné quand j'ai commencé à faire du yoga. Parce qu'il a fallu que je sois un peu plus calme quand je fais du yoga. Voilà. Et puis, vraiment, à rentrer dans mes émotions, faire un peu d'introspection, etc.
il y a ça. Et deuxième chose, je suis une personne qui a besoin d'être au bord de l'eau. Je suis une fille des îles. J'ai toujours vécu dans les îles. Là, je suis au bord de l'eau. Je crois qu'à 80 mètres, il y a la plage. Et c'est vraiment mon élément à moi où quand j'ai besoin de réfléchir, d'être seule, de m'écouter, de lâcher mes émotions, il faut que ce soit près de l'eau. Là, je t'avoue que ça fait 8 mois que je ne m'écoute pas énormément. J'ai vraiment priorisé mon temps sur bébé et mon business. Là, ça fait peut-être 2-3 semaines où je m'écoute un petit peu plus. Je me prévois des moments à moi, de massage, etc. pour réactiver un petit peu les choses. Mais c'est réellement appuyer sur pause de temps en temps. C'est-à-dire, je l'ai partagé là sur mon compte Instagram. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une des publications qui a le mieux marché sur mon compte Instagram où je parle pas du tout de business. J'ai juste dit, j'ai appuyé sur pause, je n'ai pas publié depuis 3 jours, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait un massage, j'ai pris soin de moi, ça m'a fait du bien. Et prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon business parce que je suis créatrice de mon argent, je suis créatrice de mon business. Donc, si je prends soin de moi, de cette créatrice qui est moi, je prends soin de mon business et j'expliquais ça. Et c'est l'une des publications qui a marché depuis que je suis sur Instagram. Donc, je pense que ça, il faut appuyer sur pause. De temps en temps, la vie, elle est comme un rouleau compresseur et on ne prend pas le temps de dire stop. Voilà, regarde-toi dans un miroir, regarde-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment tu te sens? Voilà. Et ça, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas parce que moi, j'ai remarqué, en tout cas dans les personnes que je suis et que je coach, c'est que les femmes, en fait, elles ont l'impression qu'elles doivent être super maman, super woman, super tout. Et il y a aussi le fait de prendre du temps pour moi. Et ben, ça veut dire que je prive du temps pour les autres. Par exemple, si on est maman, bah, le fait que je prends du temps pour moi, bah, je prive du temps pour mon enfant. Or non, un enfant, s'il voit que tu es fatiguée, tu peux pas te donner à 100%. Et en fait, le fait de voir maman heureuse, bah, lui aussi, il est heureux. Et il y a aussi même celles qui sont pas mamans, qui ont tendance à être overbookées. Il y a plusieurs choses. Il y a ça aussi, le fait qu'on a besoin d'être validé. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour montrer que j'ai de la valeur, sauf qu'on s'écoute pas. Et il y a aussi le fait aussi que le fait de s'occuper des gens, ça te permet aussi d'éviter de penser à toi. Moi, c'est ça que j'ai remarqué sur beaucoup de gens, et moi aussi, je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, avant, je pensais à tout le monde. Même l'idée de m'offrir un cadeau, c'était horrible, quoi. J'étais égoïste, mais en fait, non, parce que le fait de prendre soin de toi, au final, c'est là où tu peux mieux donner aux autres. Et finalement, j'avais réalisé que le fait de donner tout le temps, tout ça, c'était que j'avais besoin de validation parce que j'étais en manque d'amour. Mais la première personne qui doit s'aimer, c'est toi-même, en fait. Et après, au bout d'un moment, ça va venir aux autres. Mais il y a plusieurs autres. Et comme tu dis, il faut mettre pause des fois parce que, en fait, déjà, ça évite le burn-out. Hein. Je tiens à le préciser parce que le burn-out, c'est dur à s'en remettre. C'est sûr. Et surtout, ça permet aussi de te recentrer et d'avoir des nouvelles idées pour ton business, comme tu dis très bien, ou tout simplement être bien, en fait, de se dire, j'ai le temps pour moi, j'écoute mon corps, j'écoute qu'est-ce qui ne va pas, où j'ai mal, comment je vais, est-ce que je vais bien, ou si je prends des vacances, je dois prendre des vacances. Et c'est ça que je trouve qu'on ne le fait pas parce que les femmes ont besoin d'être une superwoman, sauf que ça fait du bien. Même une superwoman, comme je dis, a besoin d'une pause. Oui, même elle dort la nuit. Oui, elle dort. Et je sais que t'as pas que l'endométriose, tu as aussi un autre syndrome. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est le syndrome de Cushing. Voilà, c'est un syndrome que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai vécu à l'étranger. J'ai notamment vécu en Australie, qui est vraiment un pays qui me correspond totalement, de par la culture, de par la manière dont on a de vivre là-bas. Et quand je suis rentrée en France, et je pense que les gens qui ont vécu à l'étranger vont me comprendre, il y a eu un espèce de décalage entre moi, la liberté que j'avais dans ma tête, et la France où on te met foncièrement dans des cases, où il n'y a pas cette douceur de vivre et le sourire qu'il y a à l'étranger. Et j'ai été frappée de ça, je pense, quand je suis arrivée en France il y a quelques années de ça. Et je ne m'en suis pas trop rendu compte de ça. C'est juste mon corps qui a parlé. Et à un moment donné, je grossissais d'une manière où j'ai pris, je crois, 20-25 kilos en quelques mois. Vraiment énormément. Et donc, je vais voir évidemment le médecin. Je me dis, mais il y a
petit problème hormonal là-dessus, ou je comprenais pas parce que j'étais du naturel sportive. J'ai toujours été très gourmande, je mangeais beaucoup, mais j'avais toujours ce truc de me dire, bon, c'est la balance, Émilie, tu manges beaucoup, tu aimes ça, tu manges des calories, et ben, il faut que du coup, ces calories, tu les dépenses. Et puis, moi, j'étais très sportive et vraiment hyper active, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Et le médecin me regarde, me voit, regarde mon corps, me pèse, regarde mon cou, regarde tout ça, et il me dit, je pense qu'on est sur un problème plus qu'hormonal, on est sur un gros problème hormonal, il faut absolument que tu prennes rendez-vous avec un endocrinologue et qu'il fasse des examens pour toi. Et en fait, l'endocrinologue m'a décelé ce syndrome de Cushing où finalement, j'avais vraiment tous les membres qui étaient gonflés, où j'avais un taux de cortisol qui était 5 fois supérieur à la moyenne. Et j'avais finalement mon hypophyse qui vraiment régule le sucre, qui était complètement bloqué. C'est-à-dire que l'hypophyse, c'est quelque chose qui est hyper important dans la circulation de tout ce qui est hormones, etc. Et j'aurais pu manger que de la salade, je n'allais pas arrêter de grossir. Donc moi, qui aime la mode, qui avait des boutiques, qui est sportive, qui avait 20-25 kilos de plus, et qu'en plus on me dit tu peux rien faire et c'est quelque chose qui est un petit peu incurable, où il y a une petite tumeur dans les parages et c'est très compliqué de l'enlever, c'est de la microchirurgie, il n'y a pas de traitement qui existe, c'est un choc. C'est un choc. J'ai eu du coup un traitement expérimental qui me mettait dans des étapes pas possibles où j'étais un petit peu bipolaire sur les bords. C'est-à-dire que ça allait tout bien un jour et le lendemain, ça allait pas du tout. Un traitement évidemment pas remboursé par la sécurité sociale, sinon c'est pas drôle, qui m'a coûté les yeux de la tête pour finalement ne pas marcher du tout en fait. Ne pas marcher du tout, et c'est moi, toujours dans mon caractère assez particulier, qui ai dit à l'endocrinologue et au médecin qui me suivait, j'en ai marre de ce traitement, je pense qu'il faut que je m'écoute avant tout, je pense qu'il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive, un peu toujours dans la compréhension, pourquoi ça m'arrive en ce moment. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais rentrée en France, parce que la vie française ne me correspondait pas à ce moment-là de ma vie. Et j'ai décidé de repartir à l'étranger et de partir dans les Antilles, où j'ai eu une opportunité de travailler dans les Antilles, à gérer une boutique et après à prendre ma propre boutique. Et bizarrement, 6-7 mois après que je sois arrivée aux Antilles, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à me sentir mieux, j'ai commencé à ne plus avoir ces trucs de bipolarité parce que j'avais arrêté aussi mon traitement, mais à me sentir bien, être proche de l'eau, être loin de la France bizarrement, mais être bien. Et j'ai commencé à perdre du poids, alors je n'ai pas perdu 20-25 kilos, mais à le vivre mieux, à ne plus avoir les membres gonflés. J'étais juste en surpoids. Alors oui, il a fallu du temps pour que mes hormones se rétablissent. Il a fallu quelques années. Mais finalement, je me suis juste écoutée. Et la tumeur que j'avais sur cette hypophyse a mystérieusement disparu, sans que je n'ai rien fait. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour dire ne prenez pas vos traitements, etc. C'est très important de prendre ces traitements. Je suis juste là pour dire, écoutez-vous. S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas normal et que vous vous dites, ouais, je pense que je peux faire. C'est pas de l'ego, c'est juste vous écouter. Et moi, j'ai réellement compris la cause de tout cela et je me suis écoutée. Et surtout, alors bizarrement, je suis allée voir un monsieur qui faisait de la médecine chinoise qu'on m'avait conseillé. Et il m'a expliqué ma maladie comme jamais on me l'avait expliqué. Il m'a expliqué avec les éléments de l'air, du feu, etc. Ce que je mangeais un peu trop de feu, etc. etc. Et il m'a expliqué ça d'une manière, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est des mots qu'on m'a jamais transmis pour me parler de ma maladie, et j'ai eu une autre compréhension de ce qui m'arrivait. Et je pense que cette autre compréhension, à partir du moment où je suis sortie de son cabinet, ça allait déjà mieux. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je dis toujours, et je prône, voilà, c'est que l'environnement a un impact sur nous, et surtout que en fait, moi, je sais que j'étais comme toi, j'ai vécu à l'étranger et je suis rentrée en France il y a 2 ans, j'ai vécu au Canada, et on n'a pas la même mentalité anglophone en tout cas. Et quand on rentre en France, et en fait, moi, c'est surtout le choc des cultures, c'est bizarre parce qu'on est française, on a vécu ici et tout, mais en fait, on voit que notre mentalité finalement a changé et on est beaucoup plus libre d'esprit. Et
où en fait on voit qu'en France on est très, comme tu dis, catégorisé dans des cases, c'est très, voilà, tu fais ça, travail, boulot, c'est très très ça. Et alors que dans les pays anglophones, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des gens, moi je me rappelle, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui reprenaient leur travail au bout de 10 ans. Ils faisaient une pause et c'était tout à fait normal là-bas, ils travaillaient et puis après, d'un seul coup, hop, je veux refaire des études. Alors qu'en France, c'est plus le côté, on fait tout et puis après, on reste dans le même métier tout le temps. Là-bas aussi, on voit que les gens changent de métier tout le temps ou des fois, ils ont plusieurs boulots et ils ont la fibre vraiment entrepreneuriale qu'il n'y a pas tant que ça en France. Et ça commence à arriver. Et moi, je sais que quand je suis rentrée en France, eh ben, le fait de retourner dans l'environnement, eh ben, ça m'a vraiment impacté. C'est-à-dire que ça m'a vraiment, déjà, pour des trucs tout simples, où tu vois, moi, c'est le truc, la première fois que je suis rentrée, j'étais sortie de l'aéroport, je suis allée à la caisse, et je voyais les femmes parler mal, ça m'avait choquée, parce qu'au Canada, on te dit « Hello, how are you ?» Oh, on te demande comment tu vas, on te demande si tu as passé une bonne journée. Et c'était vraiment, et je me suis dit, mais ça y est, je suis en France, quoi. C'est incroyable ce que tu dis, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Je suis rentrée d'Australie, je n'avais pas d'euros sur moi. Ma mère m'envoie un mandat cash que je devais récupérer à la poste qui est à l'aéroport, il y a un aéroport. J'arrive, je fais la queue, etc. Et la personne me fait, oui, c'est pourquoi ? Même pas bonjour et rien du tout. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ben ouais, t'es rentrée en France, ma vieille. Et alors qu'on ne dit pas que c'est doux là-bas, mais en fait, il y a une certaine bienséance, bien vivre que moi, je n'ai pas retrouvée en France, en fait. Et les gens qui râlaient tout le temps, qui ne te laissaient pas la place, alors que ça te coûte quoi de laisser des personnes, chacun sa place et tout. Et même, en fait, quand tu parles aux gens qui n'ont pas, moi, dans ma famille, qui n'ont pas voyagé, c'est très dans la mentalité, oui, je veux un CDI, je veux faire ça. Moi, j'étais là, j'ai fait, je veux une CDI, je veux une maison. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas du tout dans ça, quoi. Je suis dans le côté où, genre, je veux d'abord me mettre en priorité, m'écouter, prendre soin de moi, suivre mes rêves, vraiment être dans le côté, m'écouter. Et c'est vrai qu'en France, on est dans le côté où on ne s'écoute pas, où on doit suivre une ligne tracée qui est, entre guillemets, indiquée. C'est-à-dire que dès que tu as 30 ans, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir un mari, tu dois avoir plein de choses qu'au final, peut-être toi, tu n'en as pas encore envie, en fait. Et quand tu dis, pour l'instant, j'ai pas envie, on t'agresse. Je me dis, mais c'est dur. Et il y a un autre point aussi que tu as dit que je trouve que c'était intéressant de relever, c'est que quand tu as commencé à t'écouter et à partir et un peu aller dans des choses qui ne sont pas dans la médecine traditionnelle, c'est là où tu te sentis mieux. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu mon approche où en fait, je dis aux gens, et d'ailleurs, ça les choque, oui, au début, t'inquiète, tu vas me donner ton poids d'arrivée et que tu veux faire, mais en fait, le poids, on le verra en dernier. Et les gens sont choqués parce que je leur dis, oui, mais en fait, au fond de toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut manger pour aller bien. Tu le sais. Bon, à moins que tu aies des règles hormonales, bien sûr, là, je vais être là pour t'aider parce que, comme tu dis, tu as beaucoup de cortisol. Donc, il faut descendre le niveau de cortisol. Et ça, je pense que tu l'as fait dans les îles quand on t'a parlé du feu. Et donc, ça t'a permis d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus en accord avec toi-même. Mais moi, je t'aide à trouver une alimentation en accord avec toi-même. Mais avant, on va creuser ce qui va pas. Et quand je leur dis des fois, c'est l'environnement, les gens, ils comprennent pas. Je dis oui, parce que tu peux avoir un environnement toxique, tu peux avoir juste là, ta ville où tu vis, ça te dérange, ça te saoule. Peut-être c'est ton travail qui te saoule, qui te fait manger. Peut-être que c'est ta famille, même si tu les aimes, il y a des parents qui sont très maman poule, parent poule. Des fois, il faut mettre un peu de distance pour que tu te sens mieux. Et l'environnement, moi, j'arrête pas de dire, ça joue un rôle. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France parce qu'en France, on a l'impression qu'on a la vie toute tracée, tout ça. Mais des fois, ce poids-là d'avoir une vie toute tracée, c'est ça qui te pèse en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai ce comparatif à l'étranger, même à l'école, on t'apprend à ce que c'est être un entrepreneur. À l'école, en France, on t'apprend à étudier, à avoir un diplôme qui va te permettre d'avoir un CDI. C'est ça. Ce qui n'est pas totalement vrai en plus en ce moment. Mais et surtout, on t'apprend que CDI égale sécurité de l'emploi. C'est pas vrai aussi aujourd'hui. Pour moi, la sécurité de l'emploi, c'est justement d'avoir mon avenir entre mes mains. Voilà, et moi, ça, c'est une sécurité pour moi, parce que je peux compter sur moi. Je peux compter sur... si mon business marche très bien, c'est
C'est grâce à moi. Si mon business est un peu dans le down, c'est pas l'environnement, c'est moi. C'est peut-être que j'ai fait quelque chose, je ne m'y suis pas mis à cœur. Il y a plein de choses. Il y a toujours quelque chose qui explique ce qui se passe dans ta vie. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi et je suis contente parce qu'en ce moment, je trouve que les mentalités changent sur ça. Parce que justement, il y a une autre manière d'entreprendre, donc le marketing de réseau, les réseaux sociaux ont fait que aussi il y a beaucoup plus il y a un canal de communication, de visibilité sur ce que c'est d'être un entrepreneur. On voit des gens différents, on voit des gens moi je vois, il y a des gens qui, soit petite, grande, vieille, jeune, tout le monde peut être entrepreneur en fait. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères physiques, Tu peux te lancer sur les réseaux sociaux, peu importe qui tu es, tu peux te lancer dans la vie entrepreneuriale, peu importe ce que tu as fait avant. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Alors que le critère enseignement, école, etc., il y a aussi l'environnement. Ça dépend de ton environnement familial pour réussir à l'école. Ça dépend de l'école dans laquelle tu es. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont fait des écoles où ils apprenaient 3-4 langues dès le début et que voilà, maintenant, ils ont des postes à responsabilité, ils voyagent énormément. Voilà. Donc, c'est aussi, il y a beaucoup de ça. Alors que moi, j'ai envie de promouvoir justement se dire, toutes les cartes, tu les as dans tes mains. Et il faut que tu te positionnes en éternelle étudiante où apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Je dis toujours, quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ça, c'est très important. Ça peut être manger chinois pour la première fois, ça peut être avoir entrepris quelque chose que je n'ai jamais entrepris. Mais ce truc de nouveauté, de sortir sa zone de confort au quotidien ou très souvent, fait que tu vas réussir et tu vas réussir à surtout... sortir de cette case qu'on a envie de te mettre en France, quoi. Il faut arrêter. Je te jure. Et surtout aussi, ce que je trouve ça important quand on se met dans les réseaux, c'est que moi, je t'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu le réseau, en fait. Grave. Franchement, je me dis qu'on est dans une ère où, en fait, oui, ça fait peur de se mettre dans le réseau. Moi, au début, d'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon podcast, pour les auditeurs, j'avais cette appréhension d'Instagram qu'il fallait être parfaite, qu'il fallait être lisse, qu'il fallait avoir un physique particulier, parce que bien sûr, on regarde les gros comptes avec les comptes à 1 million et tout. Et en fait, moi, ce qui m'a appris le fait dans l'entrepreneuriat, c'est déjà, on s'en fout de ton nombre de followers. Et aussi, ça m'a permis de rencontrer Émilie, parce que, en fait, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, pareil, qui disait ce qu'il pensait, qui n'était pas là à suivre ce que tout le monde dit, c'est-à-dire, il faut être comme ça, tout lisse, faire des poses comme ça, je sais pas quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial, alors que j'aurais jamais trouvé ça dans mon monde scientifique, même si je trouve ça, c'est super intéressant d'être chercheur, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est qu'à l'école, on nous apprend à être un bon élève et un bon salarié. Moi, je dis toujours ça, c'est qu'on nous apprend à être un bon salarié, à être obéissant et à pas faire preuve de notre cerveau. Et je l'ai vraiment trouvé ça quand j'étais dans mon poste au Canada au postdoc. J'avais plein d'idées parce que voilà, je suis aussi multipassionnée, hypersensible, hyper empathique et j'adore réfléchir, j'adore me challenger. Et quand je disais ça, les gens se foutaient de moi. Ils me disaient non, mais on te paye pour faire une tâche en fait. Je dis what? J'ai fait non, ça peut pas être moi, parce que ce que j'ai mis dans mon truc de chercheur, c'était que chaque jour ne se ressemble pas. Et c'est pareil pour la vie d'entrepreneur, et ça, j'ai retrouvé. Mais dès qu'on m'a dit, mais non, mais en fait, tu peux pas faire plein de choses, là, je fais, ok, donc ça va pas être, ça me correspond plus. Et c'est ça que je trouve qu'on t'apprend à l'école, c'est vraiment d'être une très bonne élève et t'apprends une seule tâche. Alors qu'il y a tellement de choses, et comme tu dis, c'est bien de t'apprendre tous les jours. Et moi, c'est ça que je kiffe dans l'entrepreneuriat et je kiffe aussi dans ma vie de coach, c'est que déjà, chaque personne est différente et chaque jour, en fait, doit être quelque chose de différent pour te donner le goût à la vie, en fait. Parce que la vie, elle mérite d'être vécue. Et je trouve que la version française où bien sûr, on est des Français, on adore râler, il n'y a pas de souci, mais râler trop, c'est une maladie pour moi. Je ne peux pas. Je suis désolée. Alors que, et moi, c'est ça qui, quand je suis rentrée, c'était ça qui m'a le plus saoulée. C'est que les gens râlaient tout le temps. Alors que oui, non, je suis d'accord, au Canada, ça me saoulait aussi. Les gens disaient « it's amazing everywhere ». Ok, c'était un peu trop. Mais
ça me compensait, en fait. Ça me donnait des ondes positives. Et en fait, oui, it's amazing everywhere. C'est super beau partout, en fait. Si tu as envie de te jeter ton œil, que ça soit aujourd'hui, c'est une bonne journée, c'est magnifique, fais-le. Va sur les réseaux, ou si tu n'as pas envie de faire des réseaux, si tu as envie de te lancer sur, je sais pas, tu vas apprendre la peinture, vas-y, fais la peinture. N'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise ouais, la peinture, c'est nul. Non, si toi, ça te fait vibrer, si toi, ça te fait du bien, si toi, tu as envie de faire quelque chose de nouveau, bah, fais-le, en fait. En fait, il y a une phrase d'Einstein que je n'arriverai pas à redire, mais c'est ça, c'est « Moi, je vois la vie comme si tout était un miracle. » En fait. Mais réellement, je suis insupportable. Hein. C'est-à-dire que tu m'emmènes dans une nouvelle ville, je regarde autour de moi, je regarde tout, je fais oh, mais c'est beau, et là, tu as vu le balcon, ah, mais l'architecture, mais c'est magnifique, mais regarde, je suis vraiment à l'américaine aussi, hein, c'est amazing partout chez moi, mais tout le temps, je suis tout le temps comme ça, où je regarde les choses, je suis vraiment, vraiment comme ça, tout comme si tout était un miracle. Les gens qui n'osent pas célébrer leur petite victoire, je me dis plaisant, mais c'est génial ce que tu as fait. Enfin voilà, je pense qu'il faut réellement réagir comme ça. Et ça, c'est pour ça que je suis très positive et c'est pour ça que les gens me disent comment tu fais. Moi, je regarde la vie comme si tout était un miracle parce que pour moi, tout est un miracle, réellement. Et comment tu fais aussi pour gérer le stress, l'anxiété au quotidien? Comment toi, tu arrives à gérer ça? Parce que, bon, on dit que oui, il faut tout voir au amazing, mais c'est vrai qu'il y a la vie quotidienne qui nous amène. Par exemple, il y a des femmes qui travaillent ou qui sont entrepreneuses et bon, bah, tu sais, il y a le stress des fois, bon, il y a des coups de... Voilà, quoi. Quand ça ne veut pas arriver comme on veut, on stresse. Comment toi, tu arrives à gérer ce stress? J'appuie sur pause, hein, c'est toujours la même technique. J'appuie sur pause, je respire. Moi, c'est vrai que la négativité et le stress, ça glisse un petit peu sur moi. Je pense que quand on est d'une nature positive, alors c'est pas d'une nature positive, ça se travaille la positivité, hein. C'est-à-dire ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, ça se travaille, c'est un exercice au quotidien. Mais ensuite, ça devient une routine. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire prendre une bonne habitude une fois, deux fois, trois fois, et ensuite c'est une routine et tu ne te rends plus compte que tu le fais. Du coup, tout ce qui est négatif, tout ce qui est stress, ça glisse réellement sur moi. Quand j'ai des moments de stress et ça m'arrive, du coup, j'arrive à garder mon calme. Je me dis, de toute façon, après l'orage, et en plus, j'en sais quelque chose avec tous les ouragans que j'ai connus, il arrive le beau temps, de toute façon. Moi, j'ai vécu l'ouragan Irma, quand j'étais à Saint-Martin, qui a tout détruit, qui a détruit mon appartement, mes boutiques, ma voiture. J'ai vécu un Koh-Lanta qui n'était pas filmé. Ou vraiment, vrai Koh-Lanta, hein, c'est vraiment Koh-Lanta, où voilà, j'étais avec mon ex-compagnon, mon chien, mon chat, mon petit frère qui habitait proche de moi. Et on a vécu comme ça pendant 15 jours, électricité, eau, enfin un petit peu ce que vous avez vu aux infos, où c'était pas un ouragan, c'était une fin du monde, le truc. C'est vraiment une fin du monde. Hein. C'est-à-dire que moi, j'en ai vécu des ouragans, celui-là, indescriptible. Bref. Mais après cet ouragan-là, oui, j'ai vécu Koh-Lanta, oui, c'est passé des trucs un petit peu bizarres, etc. Mais ce que j'en retiens, c'était merveilleux de voir la solidarité qu'il y avait entre les gens. C'est-à-dire que mon lotissement, c'était incroyable comme on était solidaires les uns avec les autres. C'était incroyable l'authenticité de nos rapports parce que on ne connaît plus ses voisins en France. Moi, quand j'étais petite, non, c'est clair. Mes parents, on mangeait les uns, c'est les autres, voisins, on se présentait, on se connaissait, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Et moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes voisins, ce qui était incroyable quand même. Et qu'il a fallu un ouragan pour que ces voisins deviennent les personnes les plus importantes de ma vie pendant le temps où j'ai vécu cet ouragan-là, où, je ne sais pas, il y avait une jeune maman qui avait un bébé de 3 mois, où il a fallu qu'on aille chercher dans les supermarchés qui étaient tout détruits, où on a dû ramper dans la boue, etc., aller chercher de l'eau qui soit pour son bébé, parce que voilà, un bébé a besoin d'une certaine eau minéralisée, etc. Et voilà, et plein de choses comme ça. Et c'était fou. Franchement, on dirait que tu as vécu plusieurs vies, quoi. Ah oui, j'ai vécu 1000 vies. Hein. On pourrait faire des podcasts de 3 heures. C'est génial, mais franchement, et ça, je trouve ça cool parce que, en fait, tu as toujours le côté positif. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrivé, ils seraient traumatisés, ils seraient restés dans leur mal-être. Et toi, tu as dit non, je vais prendre ça et je vais garder que le positif, je vais garder que le côté... voilà, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est l'entraide, en fait.
La solidarité. Et c'est trop bien. L'entraide, ouais. Et puis, je suis revenue en France par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai pris la voiture à 5h30 du matin. Parce qu'en fait, Saint-Martin, tu as le côté français, le côté hollandais et tu as une frontière. Le côté hollandais, c'est beaucoup plus démerdé que le côté français où il y a eu des renforts, il y a eu l'armée qui est arrivée très rapidement pour eux, pas pour nous, pas pour la France. Et ils avaient fait une frontière où ils laissaient passer personne parce que l'aéroport où il y avait les avions militaires était sur le côté hollandais. 5h30 du matin, je prends ma voiture, je lève tout le monde, je dis vous préparez un sac à dos, dans 5 minutes, on se bat. Je défonce le barrage. J'étais avec une petite Chevrolet, je ne sais pas trop quoi, une petite voiture. J'ai embarqué le chien, le chat, le chéri, le frère, un sac à dos chacun. J'ai appuyé sur l'accélérateur pour passer la frontière. On est arrivé à l'aéroport. Il y avait des avions militaires. Donc, avions militaires, c'est un petit peu comme dans les films. Vous n'avez pas de siège, vous êtes face les uns aux autres, collés au mur, là. Et j'ai négocié pour qu'ils nous prennent, pour qu'ils nous amènent en Guadeloupe. Et c'est comme ça que je suis sortie de Saint-Martin. Ah, mais c'est génial, franchement. Et en Guadeloupe, j'ai pris un avion Air France pour la France, etc. Et quand je suis arrivée en France avec mon sac à dos, la première chose que j'ai dit, et les gens m'ont pris pour une folle, merci Irma. Merci beaucoup Irma, parce que je pense que je commençais à devenir trop centrée sur moi, à ne pas connaître mes voisins, tu te rends compte? C'était un truc de fou quand même. Je suis sur une île, je ne connaissais pas mes voisins. Il a fallu ça pour que je vive des moments précieux, sans réseaux sociaux, sans rien, dans une authenticité incroyable. Il a fallu qu'il y ait un ouragan qui ait tout détruit. C'est quand même triste. Et je dis, ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne m'arrivera plus jamais de ne plus être en lien et d'être déconnectée de la réalité comme je l'étais à Saint-Martin, où j'étais loin de tout, sur ma petite île, à faire ce que je faisais. Ah, mais je peux comprendre. Hein. Franchement, c'est vrai que on prend plus le temps de vivre, en fait. On prend plus le temps de se connaître, on prend plus le temps de dire un simple bonjour. Et en fait, moi, ce côté-là, bon, je n'ai pas vécu un ouragan, hein, mais où j'ai commencé à m'intéresser aux gens autour, c'était au Canada, parce que le Canada, on te force des choses. Moi, je me rappelle une fois, je faisais mes cours, j'étais chargée comme jamais, et il y avait un monsieur qui s'est arrêté dans sa voiture, il a dit « Tu veux pas que je t'aide à te porter et tout ?» Bon, je suis française, je ne suis pas montée dans sa voiture, mais ça m'a... Et tout le long du chemin, les gens venaient « Tu veux pas que je t'aide ?» Et même mes voisins que j'avais vus une seule fois, ils m'ont aidé à monter mes affaires jusqu'à mon appartement. Et tu as cette solidarité-là qui est naturelle, en fait, en fait, c'est vrai qu'en France, on peut te laisser, entre guillemets, crever avant qu'on t'aide, alors. Ouais. C'est ça. Et des fois, il y a même des gens, moi, je me rappelle, une fois, il me manquait la pointe, il y a une dame qui m'a passé un ticket de bus, tiens. Et c'est la solidarité là-bas, alors qu'en France, jamais. Et c'est ça que je trouve en France, on a tendance à se centrer trop sur notre petite vie, alors que là-bas, je ne dis pas que tout est parfait. Dans les pays anglophones, bien sûr, il y a des défauts, mais il y a quand même ce côté où on est là pour s'entraider aux gens. Moi, il y a des astuces qu'on m'a données alors que je ne pensais pas que je pouvais avoir, alors que j'étais étrangère. Par exemple, il y avait un moment au Canada, j'avais besoin d'aller voir un psychologue et c'était mon étudiante qui m'a dit « Mais tu as le droit d'aller voir un étudiant, il y a des coachs, il y a des psychologues gratuits que tu peux aller. » Et j'étais là, j'ai fait « Ah, c'est cool !» Et en fait, c'était vraiment gratuit. Bon, en France, il n'y en a pas encore, il y en a très peu. Et en fait, c'est vrai que tu peux... Et j'allais voir chaque semaine. Et c'était vraiment de l'entraide, en fait. Où en fait, on te dit « Oui, elle me dit « Oui, voilà, moi, j'ai vécu un burn-out. » Parce qu'elle aussi, on s'était vraiment rapprochés parce qu'elle aussi, elle a vécu un burn-out et tout. Et je lui disais « Bah voilà, moi, en ce moment, ça ne va pas. D'habitude, je vois un psychologue. » Bah oui, parce que les coachs aussi, ils se font coacher, se font aider. C'est la base. Il n'y a pas de mal à se faire aider. Et j'étais là et je me suis dit, j'ai besoin. Et je lui ai demandé. Elle m'a dit, non, mais tu as le droit à avoir gratuit. Et j'étais là, j'ai fait, ah, bah c'est cool. Et je me suis renseignée et je l'ai eu gratuit. Et ce n'était pas une blague. J'ai été choquée parce que, bon, tellement qu'en France, on a l'habitude qu'il n'y a pas grand-chose. Et je trouve que, comme tu dis très bien, c'est que l'entraide, c'est triste d'avoir une catastrophe pour commencer à parler, en fait. Alors qu'on peut tellement éviter, tu ne pouvais pas éviter l'ouragan, hein, mais on peut éviter tellement plein de choses si on s'ouvre en fait aux autres. Exactement. En fait. Et est-ce que toi, par exemple, tu as vécu le fait de manger tes émotions, de te réfugier dans la nourriture quand ça va mal avant, ou tu le fais toujours ou pas? Alors,
moi, je trouve qu'en ce moment, on en a parlé en off, je trouve qu'en ce moment, de parler avec toi et de savoir que j'allais faire ce podcast, je me suis intéressée à ce que tu partages, etc. Je pense que je mange mes émotions. Vraiment. Parce que je suis maman solo, parce que forcément, peut-être qu'il y a un manque quelque part et que je ne connais pas, que je suis un petit peu concentrée sur mon boulot aussi. Alors après, il y a évidemment la vie de maman où j'ai pas trop le temps de manger non plus, où je mange un petit peu n'importe quoi, où je suis dans un contexte familial avec des parents qui aiment faire la cuisine. Donc, c'est très facile de craquer. Et je pense que surtout, je suis en France. Ouais. Et en France, je pourrais jamais ne pas manger. C'est pour ça que d'ailleurs je prévois pas que pour ça, hein, mais je prévois de repartir à l'étranger là, fin octobre, parce que j'ai conscience qu'à chaque fois que je suis à l'étranger, je pète la forme, je suis dans une forme physique qui me correspond, où je me sens bien, je me sens mieux, je vais au sport, je prends plus de temps pour moi, et bizarrement quand je suis en France, je ne le fais pas. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je me suis rendu compte ces dernières semaines où j'ai pris du temps pour aller me faire masser, ou où j'ai pris du temps pour prendre vraiment du temps que pour moi et pas forcément que pour mes coachs, mon business ou mon bébé. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que je dois me forcer à le faire, alors que quand je suis à l'étranger, ça coule de source. Donc, c'est ça. Mais en fait, moi, je te dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, à l'étranger, moi, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup ce côté-là où on te fait comprendre, même moi, j'étais au travail au Canada, on te fait comprendre que la vie perso, c'est important. Alors que je trouve qu'en France, on ne te fait pas comprendre assez que la vie perso, c'est important. Moi, en fait, dès le début, j'ai vu déjà, moi, je me rappelle quand j'ai fait mon entretien, et peut-être tu vas peut-être me rejoindre ou pas, c'est que moi, j'ai vu déjà des gens, ils me disent, tu termines à 16h30, je vais à la salle. Alors qu'en France, jamais on va te dire ça. Limite, t'es mal vu de partir tôt pour aller à ta salle. Et puis non, moi, je fais mes horaires. Voilà, mes horaires, 8 heures de travail. Puis je vais à la salle. Et puis après, je rentre. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre tout doucement que la vie perso était importante, en fait. Et il y avait ce côté de bien-être, qu'on en parle plus, en fait, dans le côté anglophone, qu'on en parle très peu dans le côté... français, familial. Et après aussi le côté français, je trouve aussi que on a tellement tendance de rester dans notre coin, de rester dans notre vie et d'être... il y a le côté aussi très performance que je trouve qu'il y a, que en fait, tu as l'impression que le fait de prendre une pause et le fait de prendre du temps pour soi, c'est mal. C'est quelque chose de horrible. Et il y a aussi cette tendance aussi, c'est quand tu vas au restaurant ou un truc comme ça, le fait de prendre, c'est la course à prendre des aliments le plus gras possible car c'est cool. Et moi, en fait, j'en ai parlé avec une de mes amies qui est une ex-anorexique et qui a aussi vécu dans les pays étrangers. Et on s'est rendu compte que c'était ça, en fait. C'était vraiment le côté où bien sûr, la nourriture est très bonne en France. Moi, je le sais, j'adore. Il y a tellement de trucs qui est bon. Mais en fait, il y a ce côté où, en fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on te critique parce que tu prends du poids et tu te fais plaisir. Mais d'un autre côté, le fait de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est un peu mal vu ou généralement où tu as du mal, en fait, à faire la part des choses parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est la course à la performance. Alors moi, je te rejoins complètement. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai partagé il y a quelques jours que je suis allée me faire masser. Et j'ai eu plein de commentaires. J'ai une communauté vraiment très engagée qui, à chaque fois que je fais quelque chose, on en parle et tout et tout. J'ai eu 90% des gens qui m'ont dit « quelle chance ». Ben oui. Mais les filles, comment ça, quelle chance? Mais j'ai créé ma chance. Oh, je bosse, hein. C'est vraiment le dire « ah, mais quelle chance ». Mais toi aussi, tu peux le faire. Mais c'est ça. Pas une chance, c'est une décision à prendre aujourd'hui. Si pour toi, c'est important de te faire masser toutes les semaines et que tu dois mettre 50 € dans ton massage, fais tout pour mettre 50 € dans ton massage toutes les semaines et prendre ce temps. Et ne dis pas « j'ai pas le temps », tu as le temps. Ça n'existe pas, j'ai pas le temps. On a tous du temps, on a tous 24 heures. Beyoncé a 24 heures, tu as 24 heures, j'ai 24 heures. C'est juste que tu n'as pas priorisé ce temps pour le faire. Moi, j'aurais du temps à faire du sport, mais je n'ai pas encore priorisé ce temps
pour le faire. Je vais le faire dans pas très très longtemps, je l'espère, parce que j'aimerais beaucoup. Mais c'est ça, c'est les gens, c'est la France aussi, on est désolé de parler de ça tout le temps, mais la mentalité française, c'est quand quelqu'un réussit, c'est qu'il a de la chance. Quand quelqu'un prend soin de soi, c'est qu'il a de la chance. Ben non, en fait, je suis pas d'accord. Ce n'est pas de la chance. J'ai travaillé, j'ai pris ce rendez-vous, j'ai pris la décision de. Ça vient de moi, ça ne vient pas d'un monsieur qui s'appelle la chance. Et moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, ça m'est arrivé. Il y avait un exercice que j'ai fait avec une de mes coachées. C'est l'exercice de la semaine. J'ai dit, bah, ton exercice, c'est d'aller te faire masser. Oh, t'es sûre? C'est comme ça. J'ai dit oui, parce que en fait, mon plan, c'est de te mettre en priorité, que tu prennes conscience de ton corps. Ton corps, il a besoin de se faire chouchouter, donc il est temps. Elle n'est jamais partie se faire masser. Et j'ai dit, bah, tant que tu ne l'as pas fait, on n'avance pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a aussi le fait que la phrase « je n'ai pas le temps », mais il y a aussi le fait de prendre du temps pour soi, les gens ont du mal. Ils ont du mal à se prioriser. Ils ont du mal à comprendre que ton corps est là pour toi. Il est là de ta naissance jusqu'à ta mort. Il est temps de le faire chouchouter. Il est temps que, même si tu n'as pas atteint le poids que tu veux, est-ce que vraiment ce poids-là, ça sera le poids que tu vas être heureuse en fait. C'est qu'un poids, c'est qu'un chiffre sur une balance. Au bout d'un moment, il faut se défaire de tous ces chiffres-là, mon Dieu. Et en fait, c'était ça qui l'a bloqué. C'était le fait d'aller se faire masser parce qu'on va la voir, elle a des rondeurs. Et alors, en fait, c'est pas parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des rondeurs, tu n'as pas le droit de faire masser. Je savais pas qu'il y avait une condition écrite. Il fallait faire un 36, 38 pour aller se faire masser. Non, c'est juste qu'elle refusait de prendre soin d'elle, elle refusait de se mettre en priorité. Et moi, quand je dis les gens n'ont pas le temps ou de faire du sport ou de faire un truc comme ça, c'est parce que déjà, quelque part, c'est qu'elles n'ont pas envie de prendre soin d'elles ou qu'elles ont peur de prendre soin d'elles. Et c'est pas grave, en fait. Moi, je suis là pour ça, pour travailler avec toi, pour dégommer ça. Mais il faut que tu arrives à comprendre pourquoi, parce qu'il y a toujours une raison. J'ai pas le temps, c'est la solution de facilité, en fait. Comme tu dis très bien, c'est comme quand les gens ils me disent, voilà, j'ai pas le temps, je travaille trop et tout. Oui, mais tu manges quand même. Je pense que tu prends le temps de manger, tu prends le temps de respirer. Donc, si tu as le temps de manger, il suffit juste que tu prennes, au lieu de prendre 5 minutes devant ton ordi, tu te prends 10 minutes, tu coupes tout et tu fais un repas avec toi-même. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur parce que il y a des emails qui nous attendent, mais ils seront toujours là, en fait. Mais tu auras pris au moins 10 minutes pour te connecter avec toi, te mettre en priorité, dire bah, aujourd'hui, je prends 10 minutes pour manger, pour savourer mon putain de sandwich ou ma salade, ou peu importe, parce que moi, je ne suis pas dans le côté, déjà, ma priorité, si tu montes tes émotions, c'est d'avoir une routine alimentaire. Tu manges ce que tu veux, mais tu manges avec une célébration à toi-même et ton corps. C'est ton rendez-vous avec toi. Et je sais que c'est de la fuite parce que je l'ai fait. Tout le monde l'a fait, travailler devant son ordi et manger devant son ordi parce qu'on dit qu'on gagne du temps. Mais à la fin, tu es en PLS. Donc, je sais que j'ai pas le temps. On a tous du temps. Comme tu dis, Ben Beyoncé a du temps. Donc, prends le temps pour toi, en fait. Prends le temps. Et je sais qu'on nous apprend pas ça en France. On nous apprend pas ça à l'étranger aussi, parce que même à l'étranger, les gens mangeaient devant leur ordi, mais le soir, ils avaient toujours un repas en famille. Ils prenaient le temps de manger. C'est-à-dire que oui, ok, je sacrifie mon temps du repas pour terminer plus tôt, mais ils faisaient quoi? Ils mangeaient ça pour terminer plus tôt. Ici, on mange devant son ordi, on ne termine pas plus tôt, hein. On termine plus tard même des fois. Donc, prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Même si c'est 10 minutes, même si c'est aller dans la nature, dans un parc, tu manges tout seul, oui, tu as peut-être l'air con, c'est pas grave, mais c'est avec toi-même, en fait. Tu es là et toi-même, tu es devant un paysage, voilà, prends le temps. Tu n'as pas le temps d'aller faire du sport, marche 10 minutes. Ça te fera du bien, oui, et tu vas te retrouver avec tes pensées toi-même. Je sais que c'est dur, et je le sais parce que je lutte avec mes coachés, mais c'est pas grave. Après, quand elles le font, elles me remercient, elles me disent je ne peux plus m'en passer parce qu'il faut se mettre en priorité. Et c'est normal, je sais qu'on ne nous apprend pas ça, on sait que c'est mal. Non, c'est pas mal de prendre 10 minutes pour toi, pour manger, prendre 10 minutes pour toi, pour marcher. Dans la journée, c'est pas grave. Oui, même si ton enfant est là, 10 minutes, tu dis, mon chéri, j'ai besoin de juste 10 minutes pour être avec moi-même. T'inquiète pas, quand je vais revenir, je vais être bien, je vais être en forme, on va faire un truc ensemble. Mais là, j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Même si c'est pour aller marcher, c'est pour aller pleurer devant son miroir, c'est pas grave. Faites-le
pour vous retrouver avec votre corps. Il est là, il est là, il est là. Faut pas, c'est pas, ça sert à rien de mettre comme si vous cachez tous les miroirs, il sera toujours là. Il est temps de se mettre en priorité. Et j'adore quand tu as dit, j'ai pris du temps pour masser, j'ai de la chance. Non, tu n'as pas de chance, tu as pris le temps de prendre un rendez-vous, d'avoir travaillé pour ça et de te foutre un massage. Et c'est bien, je trouve ça super. Et on aurait plus, et c'est normal, et je trouve que c'est normal que tu as eu beaucoup de commentaires, parce que ça montre bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps. Oui, et puis avoir des rendez-vous avec soi, c'est tellement important, mais tellement important. Mais les rendez-vous avec soi, ça peut être s'enfermer dans la salle de bain pendant une demi-heure et se chouchouter. Ça peut être... moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais à la plage, j'y allais avec plein de gens. Ben non, maintenant, je vais à la plage, je prends mes magazines, avec moi-même, j'écoute l'eau, etc. J'écoute ma petite musique. Bon, là, en ce moment, je ne l'ai pas fait avec bébé, et ça sera beaucoup plus tard, mais il y avait des petits moments comme ça que je prenais et c'est très important même de se les marquer dans son planning. Si vous êtes une personne organisée, que vous avez un planning, un agenda, vous mettez ça et vous le faites réellement. C'est marqué, ça doit être acté. Et moi, je le fais. Je le faisais beaucoup. Je le fais un peu plus cette semaine ces dernières semaines parce que j'ai décidé de le faire et que voilà, mon business roule, tout se passe très très bien, bébé grandit, j'ai trouvé une nounou, enfin voilà, tout va bien. Donc voilà, maintenant, on va s'attaquer à moi, on va s'attaquer à mon bien-être, on va s'attaquer à tout ce que j'ai envie de dégommer et voilà, et c'est très, très important. Et j'ai envie de donner un conseil pour celles, par exemple, qui n'ont pas les moyens et que, par exemple, elles ne peuvent pas prendre une nounou. N'hésitez pas à faire appel aux gros-parents. Vous pouvez directement, par exemple, là, c'est les vacances d'été, vous pouvez dire, maman, j'ai besoin d'une pause. Est-ce que tu peux apprendre mon enfant pendant 2 semaines? Et ces 2 semaines-là, vous preniez le temps pour vous, en fait. Je sais que voilà, il y a des femmes qui n'ont pas moyen, ou bien peut-être ou même une amie, je vous disais, est-ce que tu peux me dépanner 1 heure? Bien sûr qu'elle elle va vous dire oui. Si c'est votre meilleure amie, pourquoi elle va dire non? Je vais dire, va voir Tata là, 1 heure, votre fils, ça va être, ou votre enfant ou votre fille, elle va être contente parce qu'elle va avoir un nouveau univers, elle va être contente, elle va jouer avec sa tata. Et vous, ça vous permet peut-être d'aller vous faire masser, ou même, vous, comme elle dit très bien, Amy, c'est vous faire masser vous-même, de vous faire des plats, de faire du batch cooking, vraiment de vous organiser de telle manière à ce que ce soit pour vous, en fait. Parce que je connais l'astuce où tu as ton enfant et tu manges un petit peu devant ton enfant, mais maman aussi a besoin de manger. Donc, le fait de se dire, maman, est-ce que tu peux venir chaque semaine le dimanche m'occuper de mon enfant? Toi, tu dis, je fais mon plat de la semaine, je fais mes cookies de la semaine. Ou bien, si vous n'aimez vraiment pas cuisiner, faites avec 3 aliments, vous pouvez faire tellement de choses. J'explique ça à mes coachés, vous pouvez faire tellement de repas et ça va vite. Et ça peut être aussi, vraiment, vous n'avez pas vos parents autour, il y a la sœur, il y a la famille, il y a les amis. N'hésitez pas à déléguer. Je sais que vous voulez être des super mamans, que vous êtes des super femmes. N'hésitez pas à prendre le temps. Et si, par exemple, vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes super busy, appelez votre meilleure amie. Vous disiez, samedi, on se donne rendez-vous, on va au spa, vous avez besoin de quelqu'un, allez-y. Comme ça, il n'y a pas d'excuses, en fait. Je sais que, et il y a des spas, surtout si c'est à Paris, qui sont pas chers, à 30 €. Voilà, maintenant, il y a tellement de prix pas chers. Même, il y a des trucs vraiment pas chers et ça peut vous permettre de faire plaisir. Ça peut même juste être une pose de vernis qui coûte 15 balles. Ça vous fait du bien. Je sais que il y a tous les prix maintenant. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai pas d'argent. Alors, économise une petite jupe et tu te mets dans ton vernis ou dans ton massage. Un hammam marocain, ça coûte 15 €. Il n'y a rien de mieux qu'un hammam. Vous allez dans un hammam marocain, il n'y a rien de mieux. Avec le massage au savon noir, ça coûte rien du tout. C'est ça. Vous passez 2 heures, ils vous servent le thé. Moi, c'était mon rendez-vous favori avec mes copines quand elles n'avaient pas de sous. Je faisais ça. Je faisais ça avec elles et c'est très, très important. Et puis surtout, une nounou, il y a plein de... Enfin, je ne savais pas, mais il y a plein de choses. Alors moi, c'est de la main à la main parce que j'aide des étudiantes, pour la plupart, qui ont vraiment souffert pendant le confinement et qui veulent gagner des sous cet été. Donc moi, voilà, j'ai des petites étudiantes qui viennent, que tu payes 8 à 10 € de l'heure. Mais ces quelques heures-là, c'est 50 € que tu vas donner pour ta matinée où elle va être là pour s'occuper de ton enfant. C'est un investissement sur toi. C'est pas une dépense,
C'est un investissement sur Non, toi. c'est toi. Et 50 euros, c'est quoi? C'est rien. Non, Budgétise ça dans ton mois, 50 euros. Mais c'est que dalle. c'est ça. C'est 20 centimes, quoi. C'est que dalle. Et puis ces 50 euros, tu peux très certainement les prendre de quelque chose que tu fais et dont tu n'as pas besoin. Peut-être que tu commandes un petit peu trop d'Uber Eats ou des choses comme ça. Ben non, on va arrêter l'Uber Eats. On va prendre 50 euros d'Uber Eats et on va se prendre une bonne matinée de temps en temps pour prendre soin de soi et faire garder bébé. C'est ça. Et franchement, c'est très, très important, le bien-être. Et ça vous évitera, je vous jure, de manger vos émotions, de mieux contrôler vos stress, de moins être là, de faire des crises hyperphagiques parce que vous êtes stressé, vous n'avez pas le temps, vous êtes fatigué, vous dormez mal. Franchement, c'est très important. Je sais que c'est compliqué des fois de s'accorder du temps. Bien sûr, il faut comprendre pourquoi. Si vous n'arrivez pas, il faut vous poser la question pourquoi je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Ça, c'est vraiment la question que personne n'ose se poser, mais moi, je te la pose. Si vraiment tu peux retenir une chose de ce podcast, c'est déjà positivité, toujours croire à la vie et prendre du temps pour soi. Franchement, c'est très important. C'est très important. D'ailleurs, comme on va parler, on va te poser 2 dernières questions. C'est comment tu as, vu que tu es dans les réseaux, comment tu as su gérer le fait que tu prends du poids et le fait de gérer ta communauté parce que il faut quand même se montrer. Donc, comment tu as réussi à gérer ça? Est-ce que toi, ça t'a créé de l'anxiété ou si finalement tu es parti dans c'est moi, c'est dans ma vie et puis voilà. En fait, je crois réellement que les gens ne veulent pas avoir face à eux un mannequin ou une personne qui a un intérieur qui ressemble à un intérieur Pinterest. Tu peux pas te lier d'amitié avec une personne qui est toute parfaite. Tu as besoin de trouver un lien de connexion. La femme d'aujourd'hui, c'est pas la femme moyenne française aujourd'hui. C'est pas une personne qui fait une taille 34, qui a une peau parfaite, qui a pas de cicatrices, pas de vergetures. N'existe pas cette femme. Elle existe, photoshopée peut-être, mais elle n'existe pas dans la vraie vie. Nous, on est des personnes dans la vraie vie et il n'y a rien de plus authentique que des réseaux sociaux, pour moi. Oui, il y a des filtres. Oui, je sais que ça a mauvaise presse. Il y a l'utilisation que l'on en fait aussi. Je pense que quand on est à l'aise sur les réseaux sociaux, on est à l'aise à faire des face cam, des lives, tout ce que moi, je suis à l'aise de faire. Il est de ma responsabilité de montrer que c'est possible et que si moi, de par cette sortie de zone de confort, j'arrive à me montrer, alors que oui, évidemment, j'ai des cernes parce que je dors pas énormément vu que je suis maman et qu'il fait pas encore 6 nuits. Oui, j'ai 2-3 petits boutons qui traînent de temps en temps. Oui, j'ai mes joues là j'ai plus de 20 kilos au compteur. Et alors, ça arrive à plein de femmes. Est-ce que c'est bien grave? Non. Est-ce que ça m'empêche de travailler? Non. Est-ce que ça m'empêche de très bien gagner ma vie? Pas du tout. Donc, en fait, il faut pas se créer ces barrières et ces limites aucunement. Et oui, c'est compliqué. Et moi, je me lève pas le matin en me disant « Oh là là, qu'est-ce que t'es belle, Émilie, aujourd'hui ?» Non, pas du tout. Mais par contre, je me dis, écoute, ça va, j'ai des cernes, mais écoute, je vais faire un peu cache-misère, je vais mettre un petit peu d'anti-cernes et ça va aller. Et j'en parle très librement sur les réseaux sociaux, je fais des stories et je leur dis, bonjour, moi et mes cernes, nous vous saluons ce matin, j'ai pas trop dormi, mais bon, j'ai tellement un truc important à vous dire aujourd'hui que je vous en parle. Et c'est exactement ça et je pense que les gens me suivent pour mon authenticité parce que j'ai pas la langue dans ma poche, parce que je mets un peu des punchlines et un petit peu des phrases de coup de poing de temps en temps parce qu'il faut qu'on les entende et je pense que c'est très bien les réseaux sociaux pour cela. Et c'est juste s'assumer. Moi, j'assume complètement la personne que je suis aujourd'hui. Je suis encore en construction parce que je suis une éternelle étudiante, j'apprends beaucoup. Je suis en construction aussi en tant que femme, même si j'ai 39 ans aujourd'hui, où j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me remettre au sport, j'aimerais avoir une routine idéale, routine que je n'aurai jamais. Je fais comme je peux, avec les moyens que j'ai. Et c'est juste, je vais grignoter du temps au fur et à mesure jusqu'à trouver quelque chose qui me correspond dans ma vie. Et là, voilà, mon business, tout roule. J'ai mis, depuis la naissance de bébé, parce que j'ai commencé bizarrement, j'ai accouché et 15 jours après, je montais mon business. Donc, c'est toujours très facile avec moi. J'ai mis 8 mois à ce que mon business soit pas nickel, parce qu'il a été nickel dès le début, parce que je suis entrepreneur de base, mais où je me sente bien à me dire, là, aujourd'hui, je fais une journée off, je vais pas travailler du tout, c'est pas pour autant que y a tout qui va s'effondrer. Non, j'ai des bases solides aujourd'hui, et ces bases solides me permettent de maintenant m'occuper de moi.
m'occuper de ma santé, parce que c'est, comme tu le dis, un corps, on n'en a qu'un. On vit avec toute notre vie. Il faut en prendre soin. Voilà. Et puis, je pars du principe que prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon business. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, en plus, moi, je raconte une anecdote qui va un peu déculpabiliser par rapport au sport. Moi, il y a une semaine, j'ai repris le sport. Et j'avais une de mes coachées qui me disait oh là là, j'ai toujours pas repris le sport alors que on est autorisé à faire à la salle et tout. Puis je lui ai dit mais tu fais la course avec qui? Est-ce que t'as besoin de montrer aux réseaux sociaux que le 9, t'es allé à la salle? Elle me fait ouais, vu comme ça. J'ai dit écoute, tu fais le sport quand t'as envie. J'ai dit moi, le sport, c'est pas une punition en fait. Normalement, c'est censé être un rendez-vous avec toi-même pour te faire du bien. Si tu fais du sport une fois par semaine, c'est bien pour toi, c'est ta routine, et peu importe, il n'y a pas de routine parfaite. Et quand elle a compris ça, elle m'a dit ah bah finalement tu as raison, en fait je voulais montrer aux gens que voilà, moi aussi. J'ai dit mais en fait, la seule personne que tu dois montrer, c'est à toi-même. Que tu fais du sport tous les jours ou tu fais du sport une fois par semaine, si ça te correspond, c'est bien. Tu vas montrer à qui en fait, c'est pas grave, ça va arriver au bon moment, comme avait dit Amy, c'est la vie qui va te dire là c'est mon moment de prendre soin de moi. Et c'est pas grave en fait. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il n'y a pas de routine parfaite, mais il faut trouver une routine qui est bien pour toi et qui te permet de t'épanouir, d'être heureuse. Et voilà quoi. Moi, je trouve ça magnifique ce que tu dis et que, en fait, tu te crées des barrières tout seul, juste parce que c'est pas parce que, entre guillemets, tu fais pas un 36 que tu as moins de valeur, hein, que tu as moins de choses à dire que quelqu'un qui fait un 36. Moi, je le dis tout le temps. C'est peut-être tu as même plus de choses à dire. Je trouve ça même débile de comparer sa valeur par rapport à un poids ou par rapport à une taille de vêtement en fait. Enfin, le poids, c'est comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire on s'en fout du nombre de followers, on s'en fout du nombre d'abonnés, mais on s'en fout du poids qui est sur la balance. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je te racontais mon poids, la silhouette que j'ai avec ce poids-là n'est pas du tout la même silhouette qu'une personne qui a le même poids que moi. Après, ça dépend quelle est ta silhouette, où ce poids est situé. Alors moi, j'ai la chance, il est situé partout, même dans mes joues. Mais voilà, c'est pas grave. Et puis finalement, tant que toi, tu te sens bien, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce poids? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la taille de ton vêtement? Moi qui ai quand même eu beaucoup de boutiques et qui a travaillé dans la mode, etc., je trouvais ça rigolo de dire une personne, je lui proposais un 40, par exemple, parce que la marque qu'elle avait choisie, taille petit, et elle était obligée de porter le 40, alors que c'était peut-être un 36 dans une autre marque. Mais elle était, mais 40, Émilie, c'est 40 dans cette marque, c'est 40. Il faut oublier le chiffre, il faut juste te dire que ça va t'aller, même s'il y a marqué 40 sur l'étiquette. On s'en fout qu'il y ait marqué 40 sur l'étiquette. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, les chiffres. C'est comme les followers sur les réseaux sociaux, ça ne veut plus rien dire. Moi, j'ai un business qui tourne très, très bien. Je gagne extrêmement bien ma vie et j'ai que 1300 abonnés. Et je suis persuadée que je gagne mieux ma vie que quelqu'un qui en a 20 000. Mais je suis à 100% OK avec ça. Je suis persuadée aussi. Donc, on s'en fout du chiffre. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est-à-dire, de ces abonnés, qu'est-ce que j'en fais? De ce chiffre qu'il y a sur ma balance, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça va me démoraliser? Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire, on s'en fout. Est-ce que je me sens bien? Oui, alors voilà, c'est le plus important. C'est ça. Et moi, en plus, je dis, c'est si vraiment ça te dérange, ce chiffre-là, il faut te poser la question, pourquoi ça te dérange? Parce que moi, je l'ai vécu, le fait de perdre du poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Et c'était pas pour ça que j'étais plus heureuse. Hein. C'était pas pour ça. Alors que maintenant, oui, bien sûr, je suis en train de perdre du poids, mais je suis heureuse comme ça, en fait. C'est-à-dire que même si je perds pas de poids, je suis heureuse parce que, en fait, je sais que le poids, c'est qu'un chiffre et il faut que je sois bien avec mon corps. Si je suis pas bien avec mon corps, si je prends pas le temps pour lui, si j'ai de la culpabilité quand je mange une glace, en quoi ça va changer si j'ai perdu 10 kilos? Ça va rien changer parce que ça va être encore pire parce que j'aurais peur de les reprendre. Alors que si on se dit, je mange ma glace, je profite de ma glace. Ça, elle est bonne, j'adore. Moi, je suis très fan de glace. Et après, tu passes à autre chose. Hop, hop, hop. Tu ne seras pas occupé pieds, tu vas pas en manger 10 000 en fait, parce que tu n'auras pas de crise d'hyperphagie. Alors que si tu es dans le côté où j'ai mangé une glace, je suis faible, je suis nulle, oh merde, je dois aller au sport après, je termine mon pot, foutu pour foutu, je mange tout, et demain on verra quoi. Et puis après, demain, jeûne intermittent, où tu ne manges pas, où tu te réprimes, où tu manges une feuille de salade.
Non, euh, ton corps, il est là et que tu payes 20 kilos en moins ou en plus, d'abord, aime-toi et ça va venir tôt ou tard. Je te jure que tes kilos qui te protègent, que tu as pris, que tu as mis, ils vont partir parce que c'est une protection. Ton corps, il veut pas que tu meurs. Hein. S'il prend du poids, c'est qu'il veut pas que tu meurs. C'est que pour l'instant, ton corps, il te dit, je suis en danger là, tu m'écoutes pas. Et tant que tu vas pas l'écouter, tu vas avoir tes émotions ou tu vas te focaliser sur un poids qui ne sert à rien. C'est comme ceux qui se pèsent tous les jours. Pourquoi faire? T'es sadomaso ou je sais pas. Peut-être dans la... ça sert tellement à rien. En plus, il y a les variantes de poids avec l'eau, avec comment tu t'es hydraté. Voilà, c'est ça. Des fois, tu fais de la rétention d'eau. Des fois, tu as des déséquilibres hormonaux. Des fois, tu es stressé, tu as du cortisol qui t'a poussé à manger. Des fois, même, tu as un déséquilibre d'oestrogène. Ou même, des fois, tu n'es pas juste allé aux toilettes, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est un peu moins glamour, mais bon, le poids varie dans la journée, en fait. Hein. C'est normal. Hein. Le poids varie autour du jour. Dès que tu manges, c'est normal de prendre un peu de poids parce que tu as mangé. Excuse-moi. Excuse que ton corps a besoin de te réclamer de nutriments. Je sais pas, mais non, le poids, c'est vraiment, c'est qu'un chiffre. Franchement, prenez le temps de prendre soin de vous. Et surtout, si vous travaillez beaucoup, ça, c'est vraiment mon conseil parce que j'ai une personne qui m'écoute et qui est une de mes coachées qui travaille beaucoup. Mais tes pauses. Alors, comment on peut te retrouver si, par exemple, on veut te connaître, moi, suivez-la, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Franchement, c'est que des good vibes, franchement, allez la suivre, que vous soyez entrepreneur ou pas. Donc, n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle est géniale. Donc, merci. On peut te retrouver sur Instagram, principalement. Moi, voilà, je suis très copine avec Mister Instagram. Donc, sur Instagram, je partage vraiment mon quotidien. Voilà, j'ai un compte pro qui est Amy GBV Consulting et j'ai aussi un compte perso qui s'appelle Amy Good Vibes. Ah, voilà. Je mettrai les deux de toute façon. Ouais, tout attaché. Et voilà, et je partage mon quotidien, je partage des astuces au niveau du business, évidemment, mais c'est beaucoup de mon quotidien d'entrepreneur, de maman entrepreneur, où je parle vrai, je parle cash. Voilà, c'est quand j'ai envie de prendre la caméra et de faire une face cam, je le fais. Quand j'ai des coups de gueule, je les dis. Et puis surtout, j'ai énormément, parce que c'est en sous-marin que ça se passe, j'ai énormément de messages privés où je discute beaucoup avec les gens qui me contactent. Et c'est ça, la richesse des réseaux sociaux, c'est que j'ai des petites rencontres comme ça. D'ailleurs, là, après ce podcast, je vais rencontrer 2 de mes coachés que je n'ai jamais vus dans la vraie vie, qui viennent me voir et on va manger au restaurant. Et laisse-moi te dire que ça sera entrée plat dessert. Génial. Sans culpabiliser. Tout à fait. Et voilà, et puis ça va être très, très, très bien. Donc, on me retrouve là. Pour l'instant, on verra dans l'avenir si peut-être un jour j'aurai un podcast, une chaîne YouTube, on verra. Non, mais c'est trop bien. De toute façon, je mettrai tous les coordonnées, comme d'habitude, pour chacun de mes invités, je mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Et si, par exemple, on veut travailler avec toi, parce qu'on s'est dit, on a eu un coup de cœur, on veut travailler avec cette bombe de positivité, est-ce que tu as une offre? Parce que bon, hein? Moi, je vous conseille, hein, franchement. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas raconté. J'ai rencontré Amy parce que j'ai enregistré une interview avec Laura BLT. Mm-hmm. Et Amy m'a dit, oui, j'aime trop le podcast. Et après, j'ai vu son compte, j'ai dit, non, il me la faut sur mon podcast parce que j'ai dit, c'est pas possible, il me la faut. Et en fait, je suis son compte et j'adore. Franchement, j'adore. Et donc, si quelqu'un veut travailler avec toi, est-ce que tu as une offre en ce moment? Comment on peut te contacter? Bon, même si tu as dit sur Instagram, mais... Ouais, on me contacte via Instagram, toujours via Instagram. Oui, évidemment, je coach. Alors, je coach pas que des boutiques, hein, je coach aussi des freelances parce que, évidemment, la progression très rapide que j'ai eue dans mon business, je coach aussi les gens là-dessus et ça marche très, très bien. Je suis très contente pour elles, où elles sortent de leur zone de confort, où j'ai des visions beaucoup plus grandes à long terme pour elles. Et c'est tellement incroyable de coacher des personnes tellement différentes, parce que les boutiques, évidemment, c'est mon expertise, c'est-à-dire je suis incollable, je me réveille le matin, je mange boutique, je dors boutique, je me douche boutique, c'est mon truc. Toute ma famille, on a des boutiques, je suis la seule qui n'en ait pas d'ailleurs, qui n'en ait plus.
Mais aussi, je coach aussi des freelances, je coach aussi sur leur business, sur leur stratégie commerciale, sur leur expansion. Donc, de temps en temps, si j'ai envie d'aller à l'international, j'ai envie de gagner tant par mois et avec très peu de temps, et je suis maman comme toi. J'ai beaucoup de mamans d'ailleurs qui me contactent. Et évidemment, donc, j'ai cette offre de coaching, donc on peut me contacter. Après, je vois si je suis la meilleure des coachs pour eux, parce que j'ai aussi cette chose de regarder les besoins des gens, leurs problématiques. Et si je vois qu'il y a une personne qui est mieux que moi, j'ai aucun mal à dire, écoute, moi, je suis top. Franchement, je vais pouvoir t'apporter beaucoup. Mais je pense qu'il y a une personne qui est encore mieux que moi parce que ma valeur et ma vision, c'est toujours d'aider au max les gens. Donc, s'il y a une personne qui peut encore mieux aider que moi, je vais recommander cette personne-là. Et les gens sont très surpris d'ailleurs quand je fais ça. Mais c'est juste, voilà. Mon coaching est finançable avec AGFI, CPF, etc., si vous voulez. Et voilà, c'est tout. Et je suis débordée en ce moment, je t'avoue, de coaching. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de place, mais c'est vrai que je me laisse des places pour des coups de cœur. Voilà, vous allez le savoir. Mais j'ai 2-3 places tous les jours. Je me dis, allez, 2-3 places dans le mois pour des coups de cœur, des gens qui ne me connaissent pas et qui arrivent. Et il y a une connexion qui se fait immédiate et je ne veux que travailler avec eux. Je me laisse quand même des places pour des coups de cœur. Ah, mais c'est génial. Et si tu as tu as 3 mots à dire pour une personne qui veut se lancer, par exemple, sur les réseaux, que ce soit businessment parlant ou juste partager son quotidien, mais qui n'arrive pas parce que, voilà, elle a pris du poids et qu'elle n'a pas confiance en elle, elle a l'impression qu'elle n'a pas de valeur, quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, je dis que les réseaux sociaux, même si vous pensez que ce n'est pas le cas, c'est beaucoup dans la bienveillance. Moi, je me lie d'amitié avec des gens qui sont dans les réseaux sociaux et j'attire de la bienveillance parce que je pense que je suis bienveillant dans mon discours. Donc, soyez juste vrai, authentique et vous allez attirer des gens comme vous parce que les gens ont besoin d'avoir un lien de connexion avec vous. Alors oui, peut-être que si vous parlez de vos problèmes de poids, vos problèmes vous vous aimez pas énormément quand vous vous regardez, etc., mais parlez-en. Parlez-en, vous allez du coup attirer des gens à vous qui vont vous comprendre, vous soutenir et très certainement vous donner des conseils et vous allez plus vous sentir seul parce qu'on se sent énormément seul en tant qu'entrepreneur déjà, mais on se sent énormément seul avec ces problématiques en disant mais je suis la seule au monde à connaître ça, mais pas du tout, bien au contraire. Partagez ça et vous allez vous rendre compte qu'en effet, vous n'êtes pas seul au monde, vous n'êtes pas le seul poisson dans l'océan qui a ces problématiques et ça fait du bien de se sentir soutenu et ça fait du bien de faire partie de quelque chose. Franchement, osez vous lancer, n'ayez pas peur. Franchement, des fois, c'est juste la peur qu'on se crée. C'est l'anticipation qui nous crée vraiment cette peur qu'on a, alors que quand on se lance, c'est pas ça. Parce que moi, je sais que au début, j'avais peur de dire ce que je pensais vraiment. Et en fait, maintenant, je me dis, mais non, c'est ma vision, quoi. C'est ma vision. Donc, il y aura des gens, bien sûr, qui vont pas aimer, mais il y aura des gens qui vont penser comme moi. Et la preuve, c'est que j'ai attiré Amy, j'ai attiré d'autres personnes qui vont aussi intervenir. Et vous allez voir que, franchement, c'est important, en fait. Et n'hésitez pas à suivre son compte, il est trop bien. C'est gentil. Franchement, si vous ne le faites pas, c'est vraiment dommage. Vous allez voir une autre vision des choses. Et c'est bien, et moi, comme je dis, surtout si vous êtes mal dans la peau, c'est bien de mettre des comptes qui sont dans la positivité. Arrêtez de suivre des comptes de personnes qui vous mettent négatif ou qui vous posent la question si ce que vous faites, c'est mal ou pas. C'est votre propre vérité. C'est vous-même qui savez qu'est-ce qui est bon pour vous. À l'intérieur de vous, vous savez c'est quoi qu'est-ce qui est bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à l'écouter, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre des comptes qui sont dans la positivité, même si ce n'est pas dans votre domaine, mais vous allez voir, regardez, elle poste de tout. Elle poste de l'entrepreneuriat, elle poste de sa vie de maman. Donc, n'hésitez pas à la suivre, je vous jure. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de fin pour conclure ce podcast? Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec toi sur des sujets sur lesquels on ne parle pas énormément, des sujets sur lesquels on ne m'a pas entendu aussi, moi qui parle beaucoup, qui suis très transparente dans ce que je fais. Et j'espère que ce podcast va aider énormément de personnes, énormément de femmes. Et surtout, n'hésitez pas à demander des conseils, de l'aide à des personnes qui vous inspirent. On est là on est entre femmes, on s'entraide. Et quand les femmes s'entraident entre elles, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Donc, n'hésitez pas. Et bien, maintenant, on va vous laisser.
J'espère que franchement cet épisode vous a plu. N'hésitez pas toujours à le suivre, Amy. Franchement, que de la positivité. Et on se retrouve comme chaque semaine, chaque samedi. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. Au revoir. Au revoir. Girl, I take that hate and eat that shit for breakfast.